Et ils disent même, on ne le reconnaît plus. C'est-à-dire que, globalement parlant, par rapport à tout ce qu'il a fait avec son système propre, jusqu'à présent, correspondait en gros au document de sécurité nationale qui dit l'Amérique d'abord et nous d'abord. Et on revient à nos priorités américaines et à ce qu'on appelle l'hémisphère occidental. Voilà. Et si tu lis le document de sécurité nationale, et je le développe très largement dans le livre, c'est cohérent. C'est cohérent. Et même le Venezuela, c'est cohérent d'une certaine façon. Et la nécessité quelque part de ménager ces magas, c'est-à-dire de ne pas prendre de décisions très impliquantes sur le plan international par rapport à des gens, un mouvement qu'il a construit lui-même en disant « je serai celui, et j'ai été jusqu'à présent celui qui a fait le moins de guerre ». Voilà. Or, cette décision-là de l'Iran est totalement contradictoire avec ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et ça, c'est ça qui a fait que chacun d'entre nous, pas seulement moi, mais Xavier Moreau, si je me souviens, Sylvain et beaucoup d'autres, disaient il ne fera jamais ça, quoi. D'autant que les présidents précédents se sont bien gardés parce qu'ils savent que l'Iran a la mâchoire ou la main sur la gorge du monde qui s'appelle le détroit d'Ormuz. Sachant qu'il faut quand même le préciser, alors il y a plusieurs types de réactions. Il y a ceux qui ont toujours été anti-Trumpistes en disant c'est le Trump comme on a analysé depuis le début. Après il y a les personnes qui disent bon là Trump fait quelque chose, c'est une erreur, ils sont parce qu'aucun personnage n'est parfait. Et après il y a encore ceux toujours motivés et qui font partie de différentes mouvances. On sait que ça peut être lié à la mouvance Q ou autre. C'est non mais vous n'avez pas compris. Il faut faire confiance au plan, c'est programmé, c'est une vision, c'est du bien à 24 ou 25 ou 27 bandes, donc il faut patienter un peu. Je pense pas. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Je pensais qu'il le ferait jamais, parce que ça n'avait aucun sens à mon sens, et d'autre part parce que ce qu'il faisait jusqu'à présent me semblait assez cohérent. Et là, je le vois sauter à pieds joints de l'autre côté de la rivière, alors qu'il avait dit jusqu'à présent que jamais il sauterait dans la rivière parce que c'était pas ça qui était l'objectif de l'Amérique. Je rappelle encore une fois que Marco Rubio, 10 jours après avoir été nommé, dit « Le monde a vocation désormais à être dirigé par trois pôles où il y a les États-Unis, la Chine et la Russie. Si tu dis pas ça, tu vas pas aller bombarder l'Iran. » Tu vois ? Donc ça n'avait véritablement pas de sens. Alors, l'explication que j'ai moi, qui peut-être, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête de Trump, c'est qu'il a fait un raisonnement d'opportunité, en disant, bon, c'est pas ma ligne, c'est pas mon objectif, mais on m'a vendu le fait, premièrement, que ce pays n'en a plus que pour une semaine, si on tue le dirigeant, le pays s'effondre, premièrement. Deuxièmement, ils ont presque plus d'armes, donc en une semaine c'est plié. Et troisièmement, ils cherchent à m'assassiner. C'est ce que lui ont vendu les Israéliens. C'est pour ça qu'il a dit je l'ai tué avant qu'il me tue, ou je l'ai eu avant qu'il m'ait. Donc on lui a vendu un truc, on lui a dit en une semaine t'as mis la main là-dessus, et il s'est dit je vais être le type qui a fait ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a jamais fait. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Et par ailleurs, il est obsédé par la Chine parce que la Chine lui met actuellement l'embargo sur une partie des terres rares dont il a énormément besoin pour son industrie militaire. Confère le livre de Sylvain Ferreira que tu as eu l'occasion d'étudier, qui dit que la situation militaire américaine est dans une situation catastrophique, d'abord pour des questions, pour des raisons industrielles, et je comprends très bien que Trump a pu se dire, si je mets la main sur le pétrole, qui représente 15% des importations de la Chine, j'aurai un moyen de pression pour négocier les terres rares dont j'ai besoin. On serait dans un donnant-donnant. Donc, c'était compréhensible, cette affaire. Après, il y a aussi une autre vision, j'ai oublié, il y a peut-être une quatrième, qui est donc le versant plus complotiste.
Et on le voit même dans le paysage audiovisuel américain, qui concerne quand même des millions de spectateurs, c'est pour ça que je dis plutôt cette partie-là, c'est de dire que Trump est compromis, notamment dans l'affaire Epstein, et d'ailleurs il renomme cette guerre, c'est pas la guerre d'Iran, c'est la guerre d'Epstein. Alors, j'ai entendu ça aussi, oui. Mais Sylvain expliquait sur ta chaîne d'ailleurs que, me semble-t-il, que l'attaque contre l'Iran a fait suite à une campagne de anti-Trump, d'Epstein-Trump, très, très, très virulente pendant les 10 jours précédents. Extrêmement, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a... Mais est-ce que corrélation, c'est causalité, en fait, on lui a probablement vendu je dirais le bon côté de la chose, en même temps qu'on lui a piqué les fesses pour qu'il y aille. Donc, en tout cas, il a craqué. Et en tout cas, il s'est trouvé démenti par les faits, et il l'est toujours. Alors, ça, je peux comprendre. Par contre, ce que je n'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est pourquoi il met autant de temps à réagir et à rétro-pédaler. Parce que tu constates qu'au début, les Iraniens, qui sont dans une position géopolitique absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est pour ça que personne ne les a jamais touchés, parce qu'ils tiennent le détroit d'Ormuz, et ils peuvent taper sur les usines de désalinisation d'eau, qui font qu'ils vident tout le Moyen-Orient en l'espace de 24 heures s'ils cassent les systèmes qui représentent 90% de l'eau de ces pays-là. Juste parce qu'il faut le préciser, c'est à l'heure où on enregistre, on est encore dans cette situation où l'Iran n'est pas tombé, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer plus tard, et au moment de la diffusion, le détroit d'Ormuz est bloqué, il y a eu l'ultimatum de Trump repoussé ensuite de plusieurs jours. Tout à fait. Voilà, donc on est dans ces situations-là pour le moment. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison de préciser ça. Donc si tu veux, moi je dis... à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il s'est planté et qu'on l'a trompé, il faut rétro-pédaler à toute vitesse. D'autant plus que dès le lendemain, et ça les gens ne le savent pas, mais dès le lendemain de l'attaque et de la réponse iranienne, qui était le samedi, dès le lundi, les chefs du Pentagone ont été auditionnés par le Congrès, qui leur a dit y avait-il une menace immédiate ? Et ils ont dit non. Il n'y avait pas de menace immédiate. Notamment Tulsi Gabbard. Oui. Tulsi Gabbard l'a redit récemment. Et sous serment. Sous serment. Et également Joe Kent, qui l'a écrit dans cette lettre magnifique de démission qui est la sienne. Donc Trump sait qu'il va avoir sur la tête une accusation de son Congrès qui peut aller jusqu'à l'impeachment, parce qu'il n'a absolument pas le droit de mettre en cause la vie des soldats américains s'il n'y a pas de menace imminente des États-Unis. Alors s'il part et qu'il revient tout de suite en disant j'ai cassé et puis j'ai voulu abîmer leur possibilité de nuisance parce que moi j'ai considéré, d'après un certain nombre qui m'avaient été faits par les Israéliens en particulier, qu'il y avait une menace imminente pour les États-Unis, maintenant que je me suis aperçu que c'est pas le cas, je rentre chez moi. Donc, s'il fait ça, ça peut ne pas lui coûter trop cher parce qu'il peut peut-être se justifier vis-à-vis de son Congrès. Mais s'il continue, si on lui coule un bateau, par exemple, si il engage les boys et puis qu'il y a des centaines ou des milliers de morts, ça va être insupportable pour lui par rapport à ça. Par rapport au procès qui est attendu. En plus, il va perdre ses magas. Alors, il semble aujourd'hui que les magas soient moins contre lui que ce que les chefs des magas donnent l'impression. Parce que quand tu entends aujourd'hui Tucker Carlson, quand tu entends Marjorie, etc., tu as l'impression que les magas sont totalement contre lui. Or, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui montre qu'en gros, dans les Républicains, il y a à peu près 40% ou peut-être 50% de gens qui le suivent, ou peut-être même plus encore. Et même là où il faut faire très attention, qui change complètement de sens, c'est que selon le sondage dont on parle, c'est quelle a été la question exacte posée. C'est-à-dire, est-ce que vous soutenez la guerre en Iran ou non ? Là, ce sont des sondages précis. Après, il y a, est-ce que vous soutenez la décision de Donald Trump ?
faut bien regarder de quel sondage on parle, parce qu'on dit un sondage, là on l'a pas sous les yeux, il y en a, et par contre ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte mobilisation contre la guerre en Iran, mais par contre, c'est vrai que les sondages sur l'opinion envers Trump aux États-Unis, l'opinion reste quand même favorable par rapport à la situation, je veux dire. Voilà ce que je veux dire. Donc ceux qui disent ça y est, il est en train de détruire ses magas, etc., c'est pas si clair que ça encore aujourd'hui. Mais plus ça va durer, plus ça va être le cas. Plus il va montrer son échec, plus ça va être le cas. Le fait de dire je vous donne 48 heures et après ou 24 heures il dit finalement je vous donne un peu plus, et puis au bout d'un peu plus il va lui donner aussi. Il va pas pouvoir le tenir parce que les Iraniens ont dit si vous faites ça, on casse les systèmes de désalinisation d'eau, on tape les puits de pétrole et puis on mine le détroit d'Ormuz. Donc il peut pas s'en sortir dans cette situation. Donc qu'est-ce qu'il attend pour foutre le camp et pour essayer de transformer sa victoire en défaite, sa défaite en victoire, voilà. C'est ça pour moi. Là, on a déjà vu la stratégie au moment où on enregistre l'émission, c'est que comme il arrive à dire tout et son contraire, maintenant il rejette la faute sur son entourage. Donc il a déjà commencé à travailler sa communication. Il veut rejeter la faute. Il avait dès qu'on a dépassé le délai annoncé de la guerre doit durer que quelques jours et qu'on a appris que ça pouvait durer plusieurs semaines, etc. Au tout début, il expliquait que ce n'est, suite aux questions posées par un journaliste, il expliquait que ce n'était pas une guerre provoquée par Israël, ou alors à cause de la pression israélienne. Il avait dit au contraire, c'est nous qui avons décidé de lancer l'opération pour protéger les Israéliens. Et ensuite, on a pu observer progressivement pour arriver à un stade où il dit moi, je me suis basé sur les éléments qu'on m'a donnés. Et après, il dit et j'ai été donc mal conseillé. Et à la fin, cherche à se dédouaner. Non, mais si tu veux, c'est la faute de Pitexet. Si c'est la préparation pour une sortie, parce que tout ça, ça peut annoncer une phrase qui disant où j'ai été trompé, on a fait le job, on les a affaiblis pour 20 ans, vive nous, et la dernière phrase c'est rentrons chez nous. Voilà. Si c'est ça, ok. Mais on attend la dernière phrase, et pour l'instant, on ne l'a pas prononcée. Et je pense que le fait d'avoir allongé l'ultimatum a fait donner un effet, c'est que par le fait qu'il reste ambigu, il ne donne pas de clé au marché pour savoir si le marché doit vendre ou le marché doit acheter. Parce que s'il dit on rentre chez nous, il refait partir les marchés à la hausse, fait marcher la bourse à la hausse. Il n'y a pas que ça, il y a aussi c'était un coup de pression de 48 heures pour faire tomber l'Iran, dans le sens, plutôt faire plier l'Iran, débloquer le détroit d'Ormuz et se plier aux conditions américano-israéliennes. C'est ça. Mais ce qui a apparu en une de quasiment tous les médias, c'était mais l'Iran peut détruire le Moyen-Orient par les usines de dessalement. Rien que ça. En 24 heures, même pas. Et donc, en fait, on a surtout vu donc Trump qui a tenté, comme d'habitude, un grand coup de pression. Et là, en plus, il fait de la méthode Coué. C'est-à-dire qu'il dit, on a des négociations qui sont absolument exceptionnelles. Et après, les Iraniens qui disent non, on s'est fait bombarder. Il y a eu le cas des écoles iraniennes. Vous détruisez nos infrastructures. Vous nous insultez, parce que Trump, faut se souvenir en plus des propos, parce que n'importe qui a un petit peu de mémoire pourrait l'avoir ici et avoir du mal à reprendre des relations diplomatiques. Il avait dit dans le Air Force One, quand il était accompagné de Pitexet, que le peuple iranien était un des pires peuples de la planète. C'est ça. Et ça peut être un peu une sorte de conclusion, je dirais, de notre entretien, c'est que ce qu'on voit se construire véritablement aujourd'hui, c'est la défaite de l'Occident, véritablement. Défaite de l'Occident avec deux actes principaux, très parallèles, c'est la guerre d'Ukraine et la guerre d'Iran. La première ayant préparé la seconde, puisque la première a duré depuis le 2022, qui est une guerre de dévitalisation, c'est-à-dire qui a consisté à aspirer les forces de l'Occident, les forces militaires, les forces politiques et les forces de financement, etc. Et aujourd'hui, la guerre d'Iran qui vient en conclusion, je dirais, de la première, et que l'Iran peut mener pour une raison simple, c'est que, en fait, les armements occidentaux ne sont presque plus. On est au fond des stocks, parce que la guerre d'Ukraine a tout absorbé, en fait. C'est ça la réalité. Et si tu regardes les choses,
moi, j'ai fait un parallèle entre les deux, et c'est tout à fait extraordinaire. Si tu considères l'Occident comme, je dirais, dans sa dimension géographique, et comme celle d'un empire qui cherche à s'étendre vers l'Est, il peut s'étendre de deux façons, soit à travers la Russie par le nord, ou à travers l'Iran par le sud. Donc les deux bastions qui protègent le sud global, je dirais, et les BRICS, si on peut dire, c'est la Russie en haut et l'Iran en bas. Les Américains se sont cassés, les Occidentaux d'une façon générale, se sont cassés les dents sur la Russie au nord, et ils sont en train de se casser les dents sur l'Iran au sud. Alors si tu observes ces deux pays, tu t'aperçois que c'est les deux pays qui ont été les plus ostracisés par l'Occident, l'un depuis en gros 91, et l'autre depuis 79. Faut pas oublier la Syrie et qui est tombé, malheureusement. Comment ? Faut pas oublier le cas de la Syrie et qui est tombé. La Syrie, c'est des petits pays. Là, ce sont des pays, des grands pays, avec, on connaît la distance de la Russie, avec deux pays qui ont des profondeurs de champ géopolitiques extraordinaires, que ce soit la Russie ou l'Iran, qui en plus d'être un pays qui fait 1,5 million de kilomètres carrés, et ne l'oublions pas, un pays rempli de montagnes, c'est-à-dire un Afghanistan à la puissance 10, derrière, avec des dirigeants, l'un qui est encore au pouvoir, qui s'appelle Poutine, l'autre qui s'appelle Khamenei, mais qui ont été tous les deux des dirigeants d'une prudence et d'une patience absolument extraordinaire, qui ont construit petit à petit le piège dans lequel les Occidentaux sont venus s'enferrer, puisque Poutine, que l'on dit être le prédateur de l'Occident, en fait, a commencé à alerter les Occidentaux depuis le début des années 2000 et a fini par attaquer pour défendre les populations russophones en 2022. Donc, il a mis 22 ans avant d'envahir son voisin. Donc, je ne connais pas beaucoup de chefs de guerre qui ont envie de... Napoléon n'a pas mis 22 ans, ni Hitler. Donc, c'est pas ça. Donc, il a construit, en fait, un système défensif. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'Iran, c'est pareil. Khamenei, ça fait peut-être qu'il faut passer la guerre Iran-Irak, 80 à 88. Donc Khamenei, il a pris ses fonctions en 90. Donc ça fait 30 ans. 30 ans qu'il prépare son affaire, tu vois. Prépare son affaire. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est tout à fait intéressante où on voit, il est dans une réunion avec les autres dirigeants du pays qui disent mais on a la capacité de faire des missiles qui vont jusqu'à 4000 km, il faut y aller. Et il dit il n'en est pas question, on va laisser ça à 2000 km parce qu'on ne veut pas faire peur à nos voisins, tu vois ce que je veux dire. Donc ils étaient fous de rage, tous les suivants. Parce que ce type-là était d'une prudence de serpent. Et depuis qu'il est mort, ils n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre. On n'a pas compris ça, tous ces Iraniens. Et lui, il était celui qui bloquait, qui empêchait qui empêchait la bombe atomique et qui empêchait l'Iran de répondre véritablement aux agressions dont il était l'objet. Donc, deux dirigeants parallèles, deux pays avec des profondeurs de champ parallèles, deux pièges préparés, deux pays ayant tous les deux une résilience absolue, l'un à cause de la Grande Guerre patriotique qui lui a coûté 25 millions de morts, et l'autre avec la guerre Iran-Irak qui a coûté 1 million de morts, plus 49 ans de 49 ans d'embargo, 49 ans d'embargo, et ils sont toujours là, et ils construisent les meilleurs ingénieurs, ils ont les meilleurs ingénieurs du monde, mais tu te rends compte la résilience de ces gens-là ?
En plus, deux pays qui sont à la fois des pays très ouverts et très fermés. Parce que tu as des pays qui sont ouverts sur l'extérieur, mais qui eux-mêmes n'ont pas une véritable force intérieure. Tu as des pays comme le Japon, qui sont des pays qui ont beaucoup de force intérieure, beaucoup de nationalisme, mais qui ne sont pas très ouverts vers l'extérieur. Et puis tu as des pays comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, qui, eux, en même temps, sont des pays capables d'être extraordinairement nationalistes pour eux, et en même temps de comprendre et de regarder tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, c'est les pires adversaires qu'on puisse trouver, je dirais. Et en plus des adversaires qui se préparent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, on a véritablement, si tu veux, les deux forteresses sur lesquelles l'Occident se brise aujourd'hui. Et je trouve que c'est très intéressant, et je pense que c'est véritablement aujourd'hui, on arrive à la démonstration finale de l'effondrement occidental sur ces deux forteresses. Alors, qu'est-ce qui se passera derrière ? Ça, c'était un peu la conclusion de mon livre précédent. Est-ce qu'il y aura un système coopératif ou un système de confrontation ? S'il y a une adaptation véritablement de l'Occident, et en particulier des États-Unis, avec une métamorphose qui consiste à dire, on va faire la paix, on va faire de la diplomatie, on va faire du commerce, à ce moment-là, on peut aller vers un système de coopération. Mais si on se dit il faut qu'on se leur casse la figure, on est dans un système de confrontation parce qu'on va le perdre. Et aujourd'hui, on est exactement sur le fil du rasoir entre les deux. Et je crains fort que, parce que Trump est sorti de sa ligne, attiré par l'espoir d'une victoire facile, c'est ce que dit Joe Kent dans sa lettre, tu te souviens, l'espérance, la promesse d'une victoire facile. C'est comme ça qu'ils lui ont dit, dans une semaine c'est plié, tu auras ramassé la grosse galette. Il fasse la connerie qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais et qu'il a faite.